Ce webinaire, quel plan d'action face à la grande démission? Focus sur les frontline workers. Alors pour aujourd'hui, n'hésitez pas à interagir avec nous dans le chat, posez vos questions, on les prendra soit au fur et à mesure, au fil de l'eau, mais on gardera aussi un peu de temps à la fin pour prendre vos questions. Le replay et les slides vous seront envoyés donc après le webinaire, donc ne vous inquiétez pas. Et donc, sans plus attendre, je vous propose de commencer et de laisser la parole à nos deux invités pour se présenter. David, tu commences ? Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis David Bernard. Donc, je suis psychologue du travail de formation et donc CEO et fondateur d'Assess First. Et chez Assess First, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est spécialisé dans ce qu'on appelle le recrutement prédictif, c'est-à-dire en gros qui consiste à anticiper la capacité des personnes à réussir et à être engagées en poste sur la base de l'analyse de leur potentiel. C'est un peu une technique, on va dire, alternative au recrutement sur CV. Voilà. Bonjour tout le monde, donc je prends le relais de David, donc Alexandre Grenier, donc je suis cofondateur et CEO de Workello, et donc nous sommes une plateforme qui vient réinventer les expériences clés du collaborateur dans l'entreprise, donc on va réinventer son arrivée, le processus de onboarding, on va travailler aussi sur, par exemple, quand il change de poste et également quand il part de l'entreprise, donc on est une offre très complémentaire du coup à Assess First, où on intervient juste après du coup la partie recrutement, voilà. Merci à tous les deux. Donc pour lancer les échanges, un petit focus sur ces frontline workers sur lesquels on va se focaliser aujourd'hui. Donc la grande démission, vous connaissez tous ce phénomène qui touche donc particulièrement ces populations de terrain. Donc ce sont des gens qui sont serveurs de restaurants, saisonniers en station de vacances, employés de magasins, employés de call center, infirmiers, ouvriers de chantier, etc. Donc voilà, des populations dans des secteurs très diversifiés. Du coup, Alexandre, quel est le constat donc, face à cette situation de grande démission aujourd'hui? Oui, en effet, donc merci Eugénie pour cette intro. Donc, ce qu'on souhaitait vous mettre en avant, bon, je pense que vous avez tous été confrontés plus ou moins à ces sujets de grande démission et puis la période aussi qu'on est en train de traverser de pénurie de talents suite à cette phase un peu de plein emploi. Donc, on a des chiffres qu'on souhaite mettre en avant. N'hésitez pas aussi à réagir sur le chat si vous souhaitez poser vos questions ou même réagir aux chiffres qu'on vous propose, qu'on vous présente. C'est, voilà, on est évidemment ouvert. Le but, c'est que ce soit un dialogue. Donc, n'hésitez pas. On va essayer de prendre des questions au fil de l'eau. Donc, les premiers éléments qui ont fait sortir ce principe de The Great Resignation aux États-Unis, c'est le nombre important de personnes qui quittaient leur poste post-Covid. Du coup, différents chiffres qui ont été présentés, mais on a retenu celui-ci qui était de 4 millions de personnes qui ont quitté leur poste sur les derniers mois aux États-Unis. Donc, c'est des chiffres qui montrent qu'il y a une vraie tendance de fond. Et cette tendance-là, elle est aussi présente partout dans le monde et touche vraiment tous les secteurs d'activité, que ce soit dans l'hôtellerie-restauration, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans la santé. Beaucoup de secteurs aujourd'hui deviennent pénuriques et voient ce phénomène de la grande démission qui émerge. Et en France, plus particulièrement, on a ce phénomène qui s'accentue sur les derniers mois. Alors, il y a des pros grande démission, il y en a d'autres qui disent que ce n'est pas un phénomène de fond. Nous, ce qu'on remarque, en tout cas en échangeant avec nos différents interlocuteurs, c'est qu'on a quand même beaucoup d'entreprises qui ont du mal aujourd'hui à recruter et à retenir leurs talents. Et donc, il y a une étude qui est sortie tout récemment qui montre que sur le premier trimestre 2022, par exemple, sur à peu près 2000 entreprises sondées, 3 entreprises sur 4 disaient justement avoir des problématiques de recrutement ou de rétention. Donc, c'est vraiment un sujet de fond aujourd'hui auprès des populations RH et auprès des entreprises en France. D'ailleurs, en discutant avec certains de nos clients, et là-dessus, je vais te laisser peut-être la parole un petit peu, David, pour me donner un peu de contexte sur cet article, mais certaines entreprises, justement, cherchent à élargir encore leur population à recruter, justement du fait qu'ils ont de plus en plus de mal à trouver des personnes dans les secteurs dans lesquels ils évoluent. Oui, absolument. En fait, pour compléter, c'est un échange justement avec Accor qui nous disait, enfin, ça a été présenté notamment par le président d'Accor qui expliquait que, il y avait tellement de pénurie sur certains métiers que, ils avaient été amenés à élargir leur sourcing, notamment en mettant en place des programmes. Donc, ils ont ouvert à des populations réfugiées pour leur permettre justement, de leur côté Accor, d'accéder à une nouvelle base de talents, à de nouvelles personnes et
dans un même temps, proposer à ces populations des opportunités qui leur permettent de s'insérer, de s'intégrer parfaitement dans la société, quoi. Exactement. Et après, les entreprises, quand elles ont vu ce phénomène justement arriver de la grande démission, les premiers réflexes qui ont été mis en place, ça a été d'augmenter le salaire pour essayer de se différencier par rapport à la concurrence et d'attirer encore plus de profils. Du coup, on a eu quand même sur ces derniers mois une hausse, tout d'abord aux États-Unis, justement des salaires qui, sur des profils, sur les frontline workers justement, donc des hausses qui ont été assez significatifs et qui continuent en fait de progresser. Et en France, on voit justement ce phénomène de plus en plus arriver. Alors, vous avez entendu peut-être parler de ça dans la presse récemment, mais on voit des annonces, par exemple, ou des qui se mettent, enfin, des restaurateurs ici, par exemple, qui se mettent en avant en proposant un salaire à 2400 € net sur tout l'été pour les pizzaiolos, plus par exemple un logement en prime. Donc ça montre que face à cette situation pénurique et de crise, notamment liée au fait que les collaborateurs partent en masse de l'entreprise, eh bien on réagit très rapidement en essayant de proposer un salaire plus élevé et se démarquer des autres. Mais est-ce que c'est la seule solution ? Et est-ce que c'est le seul levier justement actionnable ? Et donc c'est ce qu'on a essayé justement de démontrer avec David et Eugénie. Et donc c'est justement les leviers à proposer ne se basent pas seulement sur le salaire. Et il y a un vrai travail de fond, mais qui peut être rapidement actionnable, qu'on peut mettre en place. Du coup, David, je te laisse la parole sur ça, si ça te va. Absolument, oui, on voit bien que la grande démission a des causes multiples. Donc, c'est une étude qui a été réalisée par le BCG, donc qui portait justement sur 2000 personnes qui avaient récemment quitté leur job de frontline worker. Et on se rend compte, on se rend compte que, on leur a posé la question pour quelle est la raison principale pour laquelle vous avez quitté votre emploi, avec toute une série de propositions de réponses. Et on voit bien que si les 3 réponses principales étaient tout d'abord le salaire, ensuite deux problématiques qui étaient liées plutôt à la pandémie. Donc, dès qu'on arrive aux suivantes, eh bien, ce sont des raisons qui ne sont pas liées au salaire. Donc, des raisons qui peuvent être les mauvaises relations avec le manager, des problèmes de sécurité au travail, mais non liés au Covid, un job qui est jugé peu intéressant, pas plaisant à faire, un job insuffisamment flexible, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, je pense que ce qui est important à ce moment-là, c'est vraiment de se poser la question, de se dire quelles sont parmi ces raisons celles sur lesquelles je ne peux rien faire et quelles sont celles sur lesquelles j'ai un levier d'action véritablement. Est-ce que tu veux reprendre sur ces slides ? Et oui, parce qu'en effet, le point aussi qu'on souhaitait ajouter à ça, c'est qu'en plus de ça, on traverse aujourd'hui une phase où le monde évolue, et donc on voit qu'il y a une situation de plein emploi aujourd'hui en France et en Europe, ce qui fait que la guerre des talents est de plus en plus forte. Et puis il y a aussi des réflexions qui rentrent en ligne de compte pour les collaborateurs, à la fois cadres, mais aussi sur les frontline workers, sur qu'est-ce que mon métier, qu'est-ce que ma vie post-Covid, où les gens se sont quand même posé beaucoup ces questions-là. Et donc, il y a un sujet important à traiter qui dépasse en fait le sujet justement juste du salaire, qui est de dire quelle mission je propose à mon collaborateur et qu'est-ce que je lui propose en termes d'expérience. Et ça concerne aussi même les populations de frontline workers. Et puis après, voilà, il y a aussi des sujets autour de l'inflation où chaque choix devient plus mesuré. Donc, il faut réussir à intégrer en fait tout ça dans la réflexion de comment faire face à la grande démission. Il y a aussi ces éléments-là qui sont importants à prendre en compte dans la réflexion. Et donc, la solution, en échangeant ensemble, mais aussi et surtout en échangeant avec nos clients, on s'est rendu compte que c'était de se démarquer, de travailler les différents temps forts de l'engagement collaborateur. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les différents temps forts ? On se rend compte, quand on creuse un peu le sujet, qu'il y a 5 moments qui sont véritablement cruciaux, qui permettent d'engager les collaborateurs. Le premier, tout d'abord, c'est le temps de l'attraction. Donc ça, c'est vraiment essentiel, c'est-à-dire si on ne sait pas à qui on s'adresse, si on ne sait pas qui on cible, on ne peut pas le trouver. Donc tout d'abord, faire en sorte de cibler les bonnes personnes. Deuxième temps fort, celui de la sélection, parce qu'il va falloir pouvoir identifier les personnes qui sauront faire le job, bien évidemment, mais aussi qui aimeront le faire sur la durée, parce que recruter une personne pour qu'elle parte après 3 ou 6 mois, ça ne ferait pas de sens. Mais on a l'habitude de dire chez Assessor, c'est le message qu'on martèle aussi chez nos clients, c'est que recruter les bonnes personnes, c'est absolument crucial, c'est absolument essentiel, mais ça n'est que 50% de la réussite d'un recrutement. C'est-à-dire que tout ce qui a trait à
l'onboarding, c'est-à-dire la manière dont on va accueillir les nouvelles, les nouveaux, la façon dont on va les faire monter en compétences, dont on va accompagner leur progression au sein des équipes, comment on va les acculturer par rapport à la culture de la boîte et ainsi de suite. Tous ces éléments vont faire également au final le succès ou l'échec d'une personne dans son job. On a le quatrième temps qui est le temps du management. Donc là, on est plutôt sur le temps, c'est au long cours, c'est-à-dire tirer parti des talents qui sont en interne au sein de l'entreprise. Une fois qu'on a intégré la personne, cette personne, elle va vivre avec l'organisation, vivre avec les projets. Et le cinquième temps fort qui sera celui de l'offboarding, qui est quand même assez régulièrement, j'allais dire sous-estimé, enfin peut-être un peu négligé par certaines entreprises, on le verra, on en reparlera tout à l'heure, mais en tout cas qui est un temps particulièrement important dans le sens où il va permettre de clôturer sur une bonne expérience et également qui va être un moment où on va pouvoir apprendre pour pouvoir optimiser, améliorer l'expérience, qu'elle soit candidate ou collaborateur, de façon continue. Et donc, quand on regarde également les attentes des candidats en 2022, on voit qu'elles sont quand même relativement claires. C'est-à-dire qu'il y a 4 grands phénomènes. Donc, il y a le besoin de plus de transparence qui est vraiment exprimé. Il n'y a qu'à voir l'explosion de sites, par exemple, comme Welcome to the Jungle, où l'idée, c'est vraiment d'aller s'immerger dans ce qui fait l'entreprise, rentrer un petit peu dans les coulisses. Des sites également comme Glassdoor qui permettent d'avoir accès à quel est le vécu véritable des collaborateurs, des collaboratrices qui sont en poste. Donc, plus de transparence, vivre une expérience mémorable également. Donc là, on se rend compte qu'il y a vraiment la nécessité, enfin la volonté d'aligner la qualité des expériences qu'on a dans la vie personnelle avec la qualité des expériences qu'on peut avoir dans la vie professionnelle. Quand on est habitué, c'est tout bête, mais même à utiliser certaines applications dans sa vie perso, qui fonctionnent très bien. C'est un petit peu compliqué ensuite de devoir retourner sur des applications qui datent de la préhistoire quand on est dans un contexte pro. Travailler sur des projets engageants, parce que c'est véritablement crucial, c'est-à-dire des projets sur lesquels on va pouvoir exprimer ses talents, mais également qui vont nous faire progresser, et aussi offrir aux collaborateurs de vraies perspectives d'évolution, c'est-à-dire que ça, c'est un des éléments essentiels de l'engagement des collaborateurs, pouvoir leur permettre de se projeter, se dire « Ok, aujourd'hui, on me propose tel job, mais qu'est-ce qui va se passer pour moi dans 18 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans et pour la suite ?» Donc, comment attirer, recruter, fidéliser les talents dont on a besoin dans les métiers de triple frontline? Donc, tout d'abord, quelque chose qui est important, c'est que tout ce qu'on va vous présenter, ce n'est pas des choses qui sortent simplement de notre tête. Aujourd'hui, avec Workello, on a une expérience significative sur les problématiques qui touchent ces populations, qui touchent ces métiers, ceci dans différents secteurs, comme ça a très bien été présenté en amont. Donc, on travaille avec aussi bien des sociétés, donc soit chacun de notre côté, soit de manière conjointe, donc dans l'univers de la grande distribution, l'univers du retail, l'univers de la distribution rapide et d'autres, comme vous voyez ici. Donc, on en a mis quelques-uns. Et donc, si on reprend les problématiques clés auxquelles les entreprises sont confrontées, on se rend compte que la première, ça va être d'attirer, comme on l'a vu, sélectionner les bonnes personnes. Pourquoi? Parce que recruter des personnes, on va le voir, c'est s'assurer d'avoir des personnes qui vont pouvoir se plaire, qui sauront et aimeront faire le job. Donc, recruter, c'est quoi? C'est identifier parmi tout un ensemble de candidats, de candidates, quels sont celles et ceux qui, au final, seront en capacité à performer et à être engagés sur la durée. C'est-à-dire que si on prend tout un ensemble de personnes qu'on les recrute, potentiellement, elles peuvent se distribuer sur ces matrices. Il y a des gens qui vont finir par performer, d'autres peut-être un peu moins. Parmi les gens qui performent, il y en a qui vont être très engagés, d'autres qui le seront un peu moins. L'objectif, quand on recrute, ultimement, c'est de pouvoir identifier très, très en amont les personnes qui vont être tout en haut, à droite, c'est-à-dire qui pourront performer et être engagés. Donc, vous devez cibler les candidats qui sauront, qui aimeront faire le job, et on pense que l'une des façons les plus directes d'arriver à ce résultat, c'est de travailler sur ce qu'on appelle votre persona. Donc, le persona, c'est quoi? C'est un concept qu'on utilise beaucoup dans le marketing pour définir en gros sa cible. À quoi ressemble le consommateur idéal? Dans le principe, il faut faire exactement la même chose quand vous recrutez. Et l'intérêt d'avoir un persona bien défini, il est triple. C'est que d'une part, ça va vous permettre de comprendre comment leur parler. C'est-à-dire que si on sait comment pense notre candidat idéal, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qu'il met en mouvement,
qu'est-ce qui compte pour lui, qu'est-ce qui compte pour elle. Ce sera beaucoup plus simple d'être percutant dans sa communication, donc pour avoir des annonces qui vont toucher directement le cœur de cible. Si on sait à quoi ressemble notre persona, on peut le sélectionner plus facilement. Et également, connaissant ses ressorts, ses leviers, ses moteurs, ses motivations, ses valeurs, on aura également des billes à donner aux managers pour leur permettre de les manager plus efficacement. Donc, première question à se poser, qu'est-ce qui se passe chez vous pour de vrai? Qui sont réellement les personnes qui sont au sein de vos équipes? Donc, on a développé une méthodologie en 3 axes chez Assessor. Ça se passe au travers de 3 petits questionnaires. Un qui évalue les capacités cognitives, les aptitudes. Donc là, c'est vraiment la manière dont la personne réfléchit, dont elle pense, comment elle prend ses décisions. Le deuxième axe, ça va permettre d'évaluer la personnalité, les comportements, c'est-à-dire comment la personne va se comporter au naturel. Et enfin, le troisième élément, qui est un élément clé, qui est celui des motivations. Qu'est-ce que la personne veut faire? Qu'est-ce qui va provoquer sa satisfaction, son engagement au long cours? Et ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue psychologique, c'est que quand vous croisez ces 3 types d'informations, c'est-à-dire ce que la personne peut faire, comment elle se comporte et ce qu'elle veut faire, ça va vous permettre de bien saisir ce qu'on appelle les talents naturels d'un individu. C'est-à-dire qu'est-ce qui la caractérise, qu'est-ce qui la singularise, qu'est-ce qui la distingue des autres personnes et des autres candidats éventuellement que vous pourriez rencontrer. Et donc, une fois que vous avez procédé à l'évaluation de vos collaborateurs, de vos collaboratrices en interne, déjà pour se dire à quoi ressemblent les personnes avec lesquelles je travaille au quotidien, peut-être que toutes et tous ne délivrent pas au même niveau. Donc là, on va se poser la question, quelles sont les personnes qui sont en situation de réussite? Et là, pour éviter qu'il y ait un effet de halo, on vous conseille vraiment d'appréhender cette notion de réussite avec 2 critères bien distincts. Tout d'abord, est-ce que la personne performe, c'est-à-dire concrètement, est-ce qu'elle obtient des résultats par rapport aux objectifs qui lui sont fixés? Et d'autre part, quelle est la qualité de son attitude? C'est-à-dire, est-ce que la personne est engagée? Est-ce que la personne a des comportements qui sont raccords par rapport à la culture de l'entreprise? Est-ce qu'elles se sont intégrées? Et donc, vous allez pouvoir comme ça procéder à un rating sur les 2 échelles, la performance délivrée et l'attitude, qui peut être soit en décalage, soit aligné par rapport à vos attentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez fait ce petit travail, vous avez donc d'un côté, qui sont les individus chez vous, de l'autre côté, qu'est-ce que les personnes délivrent en termes de performance et est-ce que l'attitude est alignée ou pas? Et donc, automatiquement, toutes ces données vont être traitées, et là, ça se fait en 2 secondes, et vous allez pouvoir accéder à ce qu'on appelle un modèle prédictif, c'est-à-dire qu'on va extraire toutes les données, toutes les datas comportementales. On va vous dire, tiens, par exemple, en termes de personnalité, les collaborateurs, collaboratrices qui réussissent le mieux et qui sont les plus engagés, sont des personnes qui cherchent à convaincre les autres, sont des personnes qui s'investissent, qui s'impliquent d'un point de vue affectif, sont des personnes qui persévèrent, qui vont au-delà du prescrit, qui sont très spontanées dans le cadre de l'expression de leurs ressentis. Donc, vous allez pouvoir avoir une sorte de portrait robot comme ça du point de vue des comportements. Idem pour la partie motivation, qu'est-ce qui les met en mouvement, qu'est-ce qui les rassemble, et également une idée de la manière dont elles pensent, c'est-à-dire quel est le degré, quand on s'intéresse à leur capacité d'apprentissage, est-ce qu'on a plutôt des personnes qui sont dans la moyenne, un peu supérieure, un peu en dessous, et donc ça permet vraiment de faire un portrait robot de ce qui fonctionne, des personnes qui sont en situation de réussite et qui sont en situation d'engagement chez vous. Et l'intérêt, c'est qu'ensuite, une fois que vous avez créé ce fameux modèle prédictif, vous allez pouvoir le réutiliser pour recruter, pour cibler plus facilement vos candidats. Donc, à chaque fois que vous avez une personne, une dizaine, des centaines, voire des milliers de candidats qui postulent, vous allez pouvoir utiliser ce modèle prédictif comme un filtre, de façon à ne recevoir en entretien que celles et ceux dont vous avez une très très forte assurance sur le fait que ces personnes sauront et aimeront faire le job chez vous, et pas seulement pour 3 mois, pas seulement pour 6 mois ou pour 9 mois, mais bien sur la durée. Et donc très concrètement après, côté recruteur, lorsque vous utilisez ce type de filtre prédictif, vous avez l'ensemble des candidats qui postulent pour un job ici, et si on zoome un petit peu sur la liste, on voit bien que vous avez un taux d'adéquation, un taux de matching pour chacun par rapport au job qui est proposé, donc qui va de 0 à 100%. Et à côté, on a 2 petits indicateurs, une étoile, un éclair. L'étoile, c'est la probabilité de réussite. Plus on est dans le vert, mieux c'est.
Le petit éclair, c'est la probabilité d'engagement. Plus on est dans le vert, mieux c'est, de la même manière. Et ça vous permet comme ça de faire votre présélection. Donc ça, c'est pour la partie recrutement, mais on a vu également que parmi les causes de démission, il y avait aussi le manque d'opportunités, le manque de visibilité sur les évolutions possibles à long terme. Donc là, imaginez-vous être en capacité de se dire, et si je pouvais, avant même que la personne ne rentre dans la boîte, évaluer son potentiel. Alors bien évidemment par rapport au job pour lequel je recrute aujourd'hui, mais pas seulement. Je sais très bien par exemple que si, admettons, on va prendre l'exemple de la restauration rapide, si je recrute une équipière, un équipier, peut-être que la personne, d'ici quelques mois, je pourrais lui proposer une évolution pour un poste de manager d'équipe, voire d'adjoint au directeur, voire peut-être d'ici quelques années, évolution vers un job de directeur de restaurant. Bien évidemment, il y aura des connaissances, il y aura des compétences à acquérir, mais en tout cas, du point de vue de qui est la personne, du point de vue de ses attitudes, sa capacité d'apprentissage, de ses moteurs, de ses valeurs, donc des choses qui au final bougent quand même assez peu, eh bien, est-ce que la personne est alignée par rapport aux différentes opportunités que j'ai à proposer, ou eh bien, est-ce que ça colle juste pour le job d'aujourd'hui, et en tout cas, je sais si c'est ce cas-là. Je te laisse reprendre la main, Alexandre. Merci David, ouais, avec plaisir, c'était très clair. Donc, on s'est posé la question ensuite, une fois recruté justement, puisque là on a vu pas mal d'éléments sur la partie recrutement, sélection et attirer et sélectionner les candidats. On se dit, une fois maintenant que ces personnes sont recrutées, sont validées, comment on peut faire pour améliorer l'expérience collaborateur et justement faire en sorte d'aligner les attentes du collaborateur avec les attentes de l'entreprise et de faire en sorte que ce soit un chemin, on va dire au long terme qu'on va proposer au collaborateur et que le collaborateur se plaise bien dans le job qu'il rejoint et dans l'entreprise qu'il rejoint. Donc là, en fait, il y a différentes méthodologies pour justement développer cette expérience collaborateur. Nous, on est convaincus, et c'est ce qu'on pousse aujourd'hui à nos clients, et c'est aujourd'hui ce qui marche auprès des gens qu'on accompagne, c'est qu'il faut déjà au moins travailler sur la base qui consiste à travailler sur l'intégration. Donc l'intégration, c'est à la fois le pré-boarding, on appelle ça, donc avant l'arrivée du collaborateur, sur cette phase un peu d'attente entre la fin du processus de recrutement et le premier jour, et aussi l'intégration, donc une fois que le collaborateur est dans l'entreprise. Donc ça, c'est un premier moment important pour justement faire en sorte de développer ce côté expérience collaborateur et éviter d'avoir des no-shows ou des personnes qui partent au bout de quelques semaines dans l'entreprise, etc. Donc après, je vais détailler ce premier moment qui est un moment important et qui peut être géré honnêtement à la fois sur des populations sièges, donc cadres, etc., mais aussi sur des populations de terrain. Et là-dessus, nous, on le voit à travers nos clients qu'on accompagne, il faut proposer, même sur une population aussi de frontline worker, un accompagnement au démarrage pour faire en sorte, et les effets sont positifs, de travailler justement sur l'onboarding de ces populations-là, et on le voit notamment sur la rétention. Après, même chose, on poursuit le parcours du collaborateur. Lorsqu'il évolue en interne, lorsqu'il change de poste, il faut aussi retravailler sur cette expérience collaborateur pour l'accompagner. Et c'est un moment où justement on peut se poser beaucoup de questions. Donc, il va falloir aussi travailler sur un plan d'accompagnement à minima pour faire en sorte de l'accompagner sur ce moment-là. Et puis après, on parlait aussi du départ, puisqu'en fait, le départ, ça peut être une étape justement importante pour vous, à la fois d'un point de vue apprentissage, pour faire en sorte que on puisse comprendre quelles sont les raisons de départ. Et puis aussi, il y a un sujet autour de la marque employeur, puisque en fait, il y a deux moments dans la vie du collaborateur où celui-ci parle le plus de son entreprise à son entourage. C'est lorsqu'il arrive dans une entreprise et lorsqu'il en part. Donc, c'est ces deux moments-là qui sont vraiment clés pour faire en sorte justement de pousser votre image au maximum de personnes autour de vos collaborateurs. Et ça, on le voit sur des acteurs clés qui ont réussi justement à redresser la barre de leur marque employeur grâce justement à un travail sur ces deux étapes-là. Donc, on va essayer de travailler sur ces deux étapes-là ensemble et vous proposer des solutions clairement actionnables, à la fois en se basant sur, du coup, peut-être nous aussi notre expertise logicielle, mais aussi que vous pourrez réutiliser après avec des différentes étapes importantes que vous pouvez mettre même en place directement sans logiciel de votre côté. Donc, premier élément, c'est un onboarding 5 étoiles. Donc, ça, c'est pour maximiser les chances de succès une fois que le recrutement est réalisé. Donc, déjà, pourquoi travailler sur l'onboarding? Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est de moins en moins, qui nécessite de moins en moins d'être poussé, on va dire, en termes d'avantages, puisque vous comprenez tous l'intérêt de travailler sur l'intégration. Ça vient améliorer la marque employeur sur des frontline workers. Ça vient améliorer la productivité, puisque en fait, si on pousse des messages sur
comment travailler, quelles sont les différentes choses qu'on va te mettre à ta disposition pour travailler, etc. Enfin, on peut vraiment très facilement augmenter la productivité. On le voit, nous, par exemple, avec des vendeurs en magasin, lorsqu'on leur montre des arguments chocs, des phrases types, des choses comme ça, des choses qui, normalement, sont transmissibles par le manager, mais on s'assure au moins à travers l'onboarding que ces étapes-là soient bien passées en revue, parce que si on se base seulement sur de l'humain, on va dire, pour concentrer tout l'onboarding, des fois, ça peut arriver qu'il y ait des ratés. Du coup, travailler sur un onboarding qui est vraiment clair et bien structuré, ça permet d'améliorer la productivité. Et puis surtout, ça permet d'améliorer la rétention, puisqu'on le voit dans les chiffres de notre côté, lorsqu'on travaille sur un parcours d'intégration complet, même à minima, en tout cas qui permet de créer ce côté expérientiel, embarqué, eh bien, on vient améliorer la rétention et on évite les no-shows et autres. Je sais qu'on voit beaucoup de ça en ce moment sur les profils de saisonniers, par exemple, qui doivent être recrutés pour l'été, là où malheureusement, on doit prévoir plus de recrutement que ce qu'il y a de postes ouverts parce qu'on sait en prévision qu'il y a des gens qui ne vont pas venir parce que justement, ça vient de cette phase-là de pré-boarding qu'on ne traite pas et qu'on ne s'assure pas justement de garder ce lien avec le collaborateur. Et donc aussi, voilà, un bon onboarding, et ça on l'a prouvé à travers nous des chiffres, ça augmente, on vient à peu près doubler le temps de rétention du collaborateur. Donc là, lorsque un collaborateur du coup est intégré dans l'entreprise avec un bon onboarding, avec un onboarding qui est complet, eh bien on a réussi, nous avec nos clients, à doubler cette durée de rétention, notamment sur les profils de frontline workers, population terrain, à la fois en industrie, en BTP ou même en restauration, par exemple. C'est des chiffres qui sont assez significatifs, assez importants. Et puis voilà, la situation malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, peu d'entreprises travaillent encore vraiment sur ces sujets. Donc, c'est aussi une manière pour vous de vous démarquer et de faire en sorte de proposer cette expérience collaborateur-là qui va faire en sorte que les collaborateurs, quand ils vont arriver chez vous, ils vont se plaire dans le job, ils vont s'engager dans le job et puis aussi, ils vont revenir les années potentiellement d'après, si toutefois c'est des profils saisonniers ou même qui vont rester évidemment dans le temps, si toutefois c'est des profils qui sont amenés à évoluer au sein de vos organisations. Donc, ce que nous, on pousse déjà en premier conseil, c'est même avec des populations de terrain, il faut que le parcours soit bien construit avec des éléments minimalistes à présenter. Déjà, bon, nous, évidemment, on pousse notre outil digital pour le faire, mais vous pouvez aussi le pousser à travers un parcours de votre côté. Mais le digital va permettre de le processer et de faire en sorte que tout ça soit bien mis en œuvre pour chaque collaborateur qui arrive. Donc, c'est l'avantage aussi du digital et puis ça va vous faire gagner du temps dans la mise en œuvre. Mais voilà, nous, un mini parcours qu'on a souhaité vous présenter aujourd'hui pour faire en sorte de pousser justement ce côté onboarding et l'importance. Donc déjà, avant l'arrivée, communiquer, c'est clé. Puisqu'en fait, l'idée, c'est de garder le lien avec le collaborateur. Donc, un point important, c'est qu'il faut communiquer avec lui. Vous poussez par exemple un livre d'accueil qui va détailler quelles sont les valeurs de votre entreprise, la vision, ou même le job, en quoi il va consister, etc. Des infos pratiques aussi sur comment ça va se passer le job au quotidien, les horaires, les collègues, etc. Et puis, un côté aussi un peu fun dans le mot de bienvenue, par exemple, qui peut être poussé avant même l'arrivée, ce qui va permettre en fait de garder en haleine le collaborateur. Le support sera envoyé, en effet, je vois la question sur le chat, le support sera envoyé, ainsi que le replay aussi, donc vous pourrez regarder tout ça en détail. Sur l'onboarding, nous, ce qu'on pousse, c'est en général un moment un peu informel d'accueil, donc un petit déj. On va aussi essayer de montrer, d'accueillir au mieux le collaborateur avec une visite, un planning clair, en échange avec le directeur, pour montrer vraiment qu'on est une personne importante et qu'on croit en lui et qu'on a confiance en lui et qu'on a envie que ça marche bien entre l'entreprise et puis le collaborateur. Et puis après, l'objectif, c'est au fur et à mesure où le collaborateur va avancer dans le temps dans l'entreprise, l'idée, c'est de faire des bilans assez réguliers, des prises de feedback, des moments de célébration aussi, pour faire en sorte de l'engager et de lui montrer que justement ce côté expérientiel, le côté expérience collaborateur, c'est quelque chose qu'on a travaillé, c'est quelque chose sur lequel on porte une attention dans l'entreprise. Et ça passe par des petits éléments qui ne nécessitent pas forcément d'avoir beaucoup de préparation, mais au moins voilà, un bilan de premier mois, c'est 5-6 questions qu'on va envoyer, c'est des prises de feedback, c'est assez régulier aussi et c'est sympa. Et ça permet justement de voir potentiellement quels sont les collaborateurs qui sont en décrochage, parce que l'importance de cette phase-là, c'est de s'assurer que toutes les grandes étapes soient bien suivies, mais aussi de s'assurer qu'il n'y ait pas de décrochage. Et ça, si vous devez suivre 2 KPIs, on va dire, sur l'onboarding, on va dire ce sont ces 2 étapes,
ces deux éléments-là principalement. Un, s'assurer qu'il y a toutes les grandes étapes qui soient bien couvertes. Donc là-dessus, c'est par exemple le mot d'arrivée, que tout collaborateur soit bien accueilli sur son premier jour. Enfin, voilà, des grandes étapes comme celle-ci. Et puis surtout, s'assurer qu'il n'y ait pas de décrochage dans les populations. Là, juste pour exemple, on travaille nous aujourd'hui avec Franprix, qui a plus aujourd'hui 3500 collaborateurs dans 900 magasins. Et donc, justement, travailler sur l'expérience collaborateur, notamment sur le onboarding, a permis justement de fidéliser les collaborateurs dans le temps et d'améliorer, de baisser le taux de fin de période d'essai assez significativement dans les magasins. Et donc, un travail sur l'intégration a permis vraiment d'améliorer la rétention des collaborateurs. Et puis, ça a été aussi un gain de temps pour les directeurs de magasins, les RH et les recrues, puisqu'on va processer une partie de l'intégration à travers du digital pour guider le manager et le RH sur des actions qu'ils ont à réaliser aussi humains, parce que l'intégration, ce n'est pas seulement du digital, c'est aussi de l'humain. Et donc, il faut s'assurer que tout soit bien fait. Et ça, en effet, ça nécessite d'avoir un guide pour chacun des acteurs. Et donc, c'est en ça que Workelo aussi agit, puisqu'on va guider le collaborateur, mais aussi les acteurs, comme le manager et le RH, dans l'intégration. Je te laisse la parole, David. Alors, voici une fois que la personne est partie, on passe au management. Avec plaisir, merci Alexandre. Donc oui, quatrième temps fort, en effet, comme on l'a vu tout à l'heure, donner à vos managers les moyens de manager efficacement leurs équipes, parce que, encore une fois, on attire les bonnes personnes, on les sélectionne, ensuite on fait en sorte qu'elles soient bien intégrées. Ça serait dommage de se mettre les pieds dans le tapis juste au moment du management. Donc, hop là, voilà. Donc, si on reprend toujours la même étude du BCG qu'on dit sur 2000 personnes, donc on se rend compte que 1 sur 10 à peu près, un petit peu plus d'1 sur 10, souffrait d'une mauvaise relation avec son manager. D'ailleurs, on connaît tous l'adage, en gros, on quitte pas une entreprise, on ne quitte pas un job, on quitte un manager. Et donc, on pense que c'est fondamental de s'assurer dès le départ, avant même d'entamer la collaboration, s'assurer de la compatibilité entre la personne à recruter et sa future manager. Alors bien évidemment, on n'est pas dans la rencontre en ligne, c'est pas le sujet, mais l'idée c'est véritablement quand même de se dire, mais est-ce que ces deux personnes que je m'apprête à faire travailler ensemble, est-ce qu'elles auront la capacité à coopérer, à collaborer de manière proactive, de manière productive, et donc là encore, il y a énormément de travaux qui ont été réalisés en psychologie et qui attestent du fait qu'en fonction des caractéristiques psychologiques, comportementales de l'un, de l'autre, cette probabilité que ça se passe bien, elle est plus ou moins élevée. Donc après, l'idée, c'est pas forcément de dire, voilà, on a une affinité à 24%, la personne ne pourra pas travailler chez nous. Mais en tout cas, c'est plutôt de dresser un constat, de se dire d'où est-ce qu'on part, de se donner de la visibilité et des moyens, le cas échéant, de mettre en place des actions, je ne dirais peut-être pas correctives, mais en tout cas des actions qui vont permettre de tirer le meilleur parti de la collaboration. Donc, à partir du moment où vous avez donc, votre candidat qui a complété son profil, vous avez également demandé au manager ou à la manageuse de compléter son profil, vous pouvez obtenir une évaluation de cette affinité, une prédiction de cette affinité. On va la subdiviser en 2 sous-facteurs, c'est-à-dire qu'on a vraiment le côté social de l'affinité, donc qu'on appelle interagir. Donc là, c'est plutôt est-ce que ça va bien se passer naturellement, est-ce que les personnes vont prendre plaisir à échanger ensemble. Et on a ensuite le côté produire. Donc là, on est vraiment centré très travail, délivrer du résultat ensemble, intervenir sur des projets communs. L'essentiel, bien évidemment, étant pour que ça se passe bien, que les deux soient élevés. Mais l'idée, encore une fois, c'est pas d'en rester simplement à un diagnostic, à un constat, mais c'est de donner les moyens aux managers d'ajuster le cas échéant, leur pratique de management. Donc là, on va ensuite pouvoir accéder en détail dans 7 domaines clés de la collaboration, façon de penser, d'agir, d'interagir, l'implication, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a pas mal de critères. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois, on a des indicateurs qui peuvent être donc indicateurs globaux, soit en vert, soit en gris, soit en orange. Donc vert, ça veut dire que globalement, il y a une très très forte compatibilité, ça va bien fonctionner. Gris, il y a des petits écarts, ou en tout cas, alors quand on parle d'écart, ça ne veut pas forcément dire que les personnes sont différentes, parce que l'affinité, ce n'est pas calculé en termes de on est pareil, on s'entend bien, on est différent, on ne s'entend pas. C'est beaucoup plus subtil que ça, j'ai envie de dire. Mais parfois, on a également des points orange. Donc là, on a la possibilité d'obtenir des explications et des conseils sur, sur tel aspect, vous avez peut-être un petit point de friction potentielle. Donc, que faire du côté
du candidat ou de la candidate qui va arriver, que faire du côté du manager pour faire en sorte d'aller au-delà de ce petit point de friction potentiel. Et encore une fois, de tirer une meilleure partie de la collaboration. On a également la possibilité, ça c'est dans les résultats de Drive, le questionnaire d'évaluation des drivers et des moteurs, eh bien, on a toute une partie qui est dédiée au management. Donc, on va vraiment insister sur quelle est la façon de fonctionner de la personne, que ce soit dans son rapport au travail, dans sa manière de collaborer avec les autres. Quel est le style de management qui convient le plus à la personne. Et également, toute une partie qu'on a instituée pour que ça marche, c'est-à-dire comment offrir de la reconnaissance à la personne, comment provoquer son engagement, son adhésion. Et comme ça, toute une série avec des choses à faire, des choses plutôt à éviter, de manière à, encore une fois, optimiser la collaboration sur le long cours. Donc ça va permettre de mettre toutes les chances de son côté pour transformer l'essai dans le cadre des recrutements, mais également, ça va permettre d'agir sur la fidélisation des personnes en interne, parce que vous pouvez bien évidemment avoir l'affinité pour les candidats et leurs managers, mais également, pourquoi pas, vous pouvez le faire pour les personnes qui sont déjà au sein de votre entreprise. D'ailleurs, on a vu qu'on avait quand même 5%, donc une personne sur 20 qui se sentait peu appréciée dans son travail. Ça, c'est tout bête, mais les 3/4 des managers ont été habitués à penser en termes de « je fais aux autres ce que j'aimerais bien qu'on me fasse et je ne fais pas à l'autre ce que j'aimerais pas qu'on me fasse ». Mais sauf que l'objectif du management, c'est de traiter les autres comme eux-mêmes ont envie d'être traités. Donc là, ça va permettre d'offrir des clés sur comment faire de la reconnaissance, comment apprécier les uns les autres. Et de la même manière, on a les 3% de personnes qui souffraient de mauvaises relations avec leurs collègues. Là encore, ce n'est pas de la magie, mais en tout cas, ça permet de fournir des clés pour faire en sorte d'améliorer le climat au sein de l'entreprise. Merci David. Et donc la dernière étape du coup de ce chemin qu'on vous propose d'amélioration, c'est la partie offboarding, donc l'accompagnement au départ du collaborateur. On peut imaginer que sur des frontline workers, il peut y avoir un peu plus de contrats courts ou de contrats CDD ou de contrats intérimaires par exemple. Donc ce qui peut arriver, du coup le offboarding peut être un vrai sujet à travailler, autant que la partie onboarding et tous les autres sujets qu'on a pu adresser. Donc, pourquoi aujourd'hui il faut travailler sur le offboarding, parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a un côté opérationnel, s'assurer que tout soit bien parfait quand le collaborateur part. Donc là, aujourd'hui, on voit qu'il y a des chiffres qui montrent que 30% seulement des entreprises ont travaillé le parcours d'offboarding. Donc, ça montre qu'il y a encore pas mal de chemin à faire. Et ça peut être aussi une manière de vous démarquer, comme on le disait tout à l'heure. Et après, on parlait tout à l'heure de marque employeur aussi liée à différents moments importants. Donc, on en parlait au recrutement, on a parlé à l'intégration, on parle aussi ici au moment du départ, puisque en fait, c'est travailler sur de l'accompagnement au départ, ça permet justement de s'assurer que le collaborateur parle en positif aussi de l'entreprise, puisqu'on a aussi travaillé sur le moment où il a quitté l'entreprise, on l'a remercié, on lui a poussé un certain nombre de choses, on va le voir juste après. Donc l'offboarding, donc double objectif. Le premier objectif, c'est l'apprentissage, puisqu'on va aussi, pendant cette phase, questionner le collaborateur sur pourquoi il quitte l'entreprise, et puis on va le questionner sur peut-être 2-3 points sur lesquels vous souhaitez porter une attention. Donc on va pouvoir apprendre et ensuite après améliorer le quotidien de l'expérience collaborateur ou des étapes importantes comme l'onboarding ou le changement de poste pour faire en sorte de remonter en fait les éléments et puis après d'intégrer ça en ajustement dans les parcours. Et puis après, sinon, on va aussi beaucoup travailler sur votre marque employeur, puisque c'est quand même aussi un élément important aujourd'hui pour réussir à attirer ces frontline workers. Donc là, on a juste voulu prendre un petit exemple d'une entreprise qu'on accompagnait, donc une ETI française aujourd'hui de quelques milliers de collaborateurs. En fait, ils avaient principalement quelques objectifs qui étaient l'amélioration justement de la marque employeur, puisque pour attirer encore plus de profils, notamment en industrie, il fallait justement travailler sur les causes de départ. Et donc, on a pu, grâce à Workello notamment et grâce à la solution, réussir à capter quelles étaient les raisons et d'ajuster après potentiellement certaines choses dans les organisations et dans les différents autres moments qu'on accompagnait. Et puis, ça a permis aussi d'avoir une marque employeur beaucoup plus forte parce que, par exemple, on va pouvoir guider le collaborateur, avoir un certain nombre de feedbacks du collaborateur qui vont nous permettre après d'être relayés sur les réseaux ou même aussi le guider, le remercier, etc. Ce qui va faire qu'il va en parler beaucoup plus à son entourage par la suite et donc améliorer cette partie marque employeur.
Donc, sur la prise de feedback, un petit exemple ici de capture d'écran, mais c'est très simple, vous avez compris le principe. On va justement lui demander comment évaluer son expérience dans l'entreprise, ce qui va permettre après d'améliorer les choses au fur et à mesure. Alors, pour conclure, je crois que je te repasse la parole, Eugénie. Ouais, effectivement, l'heure de conclure arrive. Merci à tous les deux, en tout cas, pour tous vos insights. Et donc, vous l'avez dit, l'agilité est vraiment indispensable pour faire face à cette situation. Et David, je te laisse la parole peut-être pour résumer quelles sont les clés et quel est le plan d'action vraiment pour faire face à cette grande démission. Oui, avec plaisir, Eugénie. Donc, en effet, les clés pour lutter contre cette grande démission, donc il y en a deux principalement. La première, c'est s'intéresser à qui sont réellement les individus, c'est-à-dire, encore une fois, hein, qu'on parle de nos candidats, de nos candidates, des collaborateurs, des collaboratrices en interne. La clé, à un moment donné, pour comprendre comment les attirer, comment leur parler, qu'est-ce qui va toucher véritablement leur cœur, c'est de savoir quelle est notre cible, comment ces personnes fonctionnent, qu'est-ce qui les met en mouvement, qu'est-ce qui les motive, quelles sont leurs valeurs. Et puis également, faire en sorte de soigner l'expérience qu'il aurait proposée. Et on l'a vu du début jusqu'à la fin de la collaboration, parce que, encore une fois, la nécessité d'aligner cette qualité d'expérience qu'on vit dans nos vies personnelles avec notre vie professionnelle, et aussi se saisir aussi, côté entreprise, de toutes ces informations qu'on peut avoir en feedback pour améliorer la relation qu'on a avec les uns et les autres en continu, tout simplement, quoi. Et donc, oui, j'allais oublier cet aspect essentiel, hein, c'est qu'en agissant sur ces deux leviers majoritaires, ça va vous permettre de recruter des personnes qui, sauront faire le job, parce que si on recrute une personne, a priori, c'est pour qu'elle délivre. Recruter également des personnes qui aimeront faire le job, donc qui resteront engagées avec vous dans la durée. Ça va vous permettre d'individualiser les pratiques de management pour tirer le meilleur parti des talents de chacune et de chacun dans l'entreprise, et également anticiper les parcours d'évolution dès le début de la collaboration, parce qu'on a vu que cette capacité à se projeter, c'était aussi un des éléments clés qui favorisait l'engagement des collaborateurs et des collaboratrices au final. Alexandre, tu veux… Pardon, mon micro a été coupé. Et justement, on souhaitait insister sur le fait que là, on parle de concepts assez innovants, assez originaux, on va dire. Mais les entreprises aujourd'hui qui vont réussir à justement sortir grandi de cette phase qu'on est en train de traverser qui est pleine de difficultés, ce seront les entreprises qui auront réussi justement à être agiles et à faire en sorte de reprendre tous ces grands concepts-là qui sont aujourd'hui les tendances d'aujourd'hui déjà, mais aussi de demain, et donc qui vont réussir à les mettre en œuvre rapidement. Donc, on a tendance à dire qu'il y a un effet aussi 1+1, travailler sur tous ces moments-là, ça va être vraiment multiplicateur pour faire en sorte que vous soyez vraiment devant en termes d'attractivité, en termes de rétention des talents, et donc l'effet après derrière sera d'autant plus important. Donc, en gros, on voulait juste vous dire en conclusion que nous, ce qu'on vous propose là aujourd'hui, c'est des grands concepts, mais c'est des grands concepts qui peuvent être très rapidement mis en œuvre dans vos entreprises. En l'espace de 2 à 3 mois maximum, ces choses-là peuvent être mises en place dans l'entreprise. Nous, sur la partie intégration, on déploie des clients en 72 heures parce qu'on a des modèles de parcours, etc. J'imagine que pour vous, David, c'est pareil. Vous arrivez à avoir un certain nombre de modèles, de modèles de déploiement qui permettent d'être assez rapidement déployés. Donc, nous, ce qu'il faut retenir aussi de cette présentation, c'est que ça, ce sont des innovations importantes qui sont aujourd'hui des éléments qui vous permettront de vous différencier et du coup de faire face à cette grande démission. Et ces éléments-là, en fait, grâce à nos solutions, nous, Workelo et AssessFirst, on peut y répondre assez facilement en quelques jours, seulement en quelques semaines. Et donc, justement, essayer d'inverser cette tendance. Donc, on a essayé de vous présenter ça dans les grandes lignes aujourd'hui. Merci en tout cas de votre attention. Et puis, on place maintenant aux questions, si vous en avez. Pour nous, on y répondra avec plaisir. Merci à vous deux pour vos conseils et merci donc aux participants pour vos questions. Je vais commencer par David. Il y a une première question sur quelle est la quantité de données qui est nécessaire pour construire un modèle prédictif exploitable ?
En fait, Eugénie, il y a deux façons d'aborder le sujet, en fait. Enfin, selon la taille de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a aussi bien, enfin, pour te répondre très clairement, on a aussi bien des entreprises, des grosses boîtes qui démarrent très, très fort, très rapidement, qui vont évaluer 150, 200 personnes d'un seul coup. Bon, voilà, ça permet forcément d'avoir des données, de la data très solide et d'avoir des modèles prédictifs qui vont être extrêmement fiables. On a également, je pense en particulier à une entreprise qui est dans le domaine de l'immobilier, donc Christel Close Immobilier, qui avait commencé, je crois, en évaluant une dizaine de personnes, tu vois, une dizaine de conseillers immobiliers. Ça lui a permis d'établir un premier modèle prédictif qu'elle a ensuite utilisé pour recruter de nouvelles personnes. Et derrière, les nouvelles personnes peuvent ensuite rentrer dans le modèle et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, soit on commence, il faut quand même avoir à minima une dizaine de personnes, donc qui font un job en particulier pour pouvoir créer un modèle. Ou alors, bien évidemment, si c'est une grosse boîte, que tu as beaucoup de monde, c'est mieux de le faire tout de suite avec 50 ou 100 personnes. Mais en tout cas, avec 10 personnes, on peut avoir des résultats très, très, très satisfaisants. Je me souviens que la première année de collaboration avec les nouvelles personnes recrutées, je crois qu'elle avait augmenté de 25% 25% pardon, son chiffre d'affaires sur l'année qui s'en était suivie. Donc, voilà. Ok, merci à toi. Et sur la partie onboarding, Alexandre, est-ce qu'on peut mettre en œuvre un onboarding dans une structure qui ne l'a pas encore officiellement intégré dans sa stratégie RH? Et si oui, comment, avec quels outils? Oui, alors du coup, aujourd'hui, toutes les entreprises travaillent sur l'intégration de leurs collaborateurs. C'est juste ce qu'il faut, parce qu'on intègre des collaborateurs depuis toujours. Ce qu'il faut juste, par contre, là où il y a une proposition de valeur du côté Workello, c'est que justement, on va faire en sorte de le processer, de décrire le parcours, et puis de vous pousser aussi les meilleures bonnes pratiques sur l'intégration. Comment ça se passe? Nous, on a des modèles de parcours qui sont disponibles. Donc, nous, c'est une plateforme digitale auquel le RH va se connecter. Il va valider des parcours d'intégration type. Donc là, on a pas mal de modèles, nous, de notre côté, ce qui permet de gagner pas mal de temps et ce qui fait qu'on est déployé en 72 heures. Et ce qui fait qu'après, côté collaborateur, on va pousser en fait une invitation à rejoindre une plateforme qui va être aux couleurs de l'entreprise et donc qui va permettre de vivre une expérience d'intégration à travers tout d'abord une version socle, une version minimaliste, et puis après, au fur et à mesure, qu'on pourra améliorer avec le temps. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises travaillent sur ces sujets d'intégration, mais l'idée, c'est qu'il faut venir un peu le processer, et notamment quand on est sur des frontline workers, on n'a pas forcément d'accès direct, c'est-à-dire que les RH ne sont pas forcément en direct avec les populations. Le digital a toute son importance parce qu'on va venir proposer le même parcours minimaliste, ou en tout cas le même parcours d'intégration à l'ensemble des collaborateurs, et pas seulement à des gens qui sont au siège, qui ont potentiellement accès à des cadres RH ou autres. Là, on va pouvoir vraiment adresser toutes les populations terrain. Donc, c'est ça aussi qui est important grâce au digital et qui permet on le voit en tout cas, nous, on avait vu au moment où on avait démarré Workello il y a quelques années, que l'investissement en digital sur les frontline workers n'était pas forcément au rendez-vous. Et là, on voit notamment depuis le Covid et depuis les années, on va dire 2020, une accélération forte de l'investissement justement sur les populations terrain d'un point de vue digital, parce qu'on se rend compte que c'est des populations qui sont très facilement équipées, parce que aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, et qui sont habitués aujourd'hui d'utiliser des applications du quotidien du type Uber Eats ou ce genre d'applications. Donc, comme disait tout à l'heure David, c'est des gens qui ont l'habitude d'utiliser du digital sur un niveau d'exigence assez important. Donc, aujourd'hui, ils s'attendent aussi d'avoir cette même expérience-là en entreprise, que ce soit sur le recrutement, que ce soit sur l'intégration, que ce soit sur les RH en général. Donc, aujourd'hui, les entreprises prennent conscience de ça et donc digitalisent beaucoup de process, notamment sur ces populations-là. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Le webinaire touche à sa fin, donc merci beaucoup à nos deux experts, merci aux participants pour votre interactivité dans le chat. Donc, comme prévu, on vous enverra le replay très rapidement. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et en espérant que les conseils de David et Alexandre vous permettront de rapidement faire face à cette situation de grande démission. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci Evgénie. Merci Alexandre. Merci à toutes et à tous.